Bon, bonjour à tous. Donc je m'appelle Léo Varnet, je suis officiellement docteur en neurosciences puisque j'ai soutenu ma thèse le mois dernier. Une thèse qui, comme toute thèse qui se respecte, avait un intitulé un peu barbare. Identification des indices acoustiques utilisés lors de la compréhension de la parole dégradée. Bon, en bref, donc je m'intéresse à l'organe le plus cool du corps humain, à savoir le cerveau, et plus précisément à la compréhension de la parole par le cerveau. Comment votre cerveau fait pour décoder ce que vous dit votre interlocuteur lors d'une conversation. Si vous voulez comprendre la phrase prononcée par votre interlocuteur, par exemple ici la phrase « voici notre carte », une des premières étapes et une des étapes les plus importantes, ça va être de bien identifier les syllabes qui la composent. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans ce genre de situation gênante à confondre carte et tarte. Alors, prenons un petit exemple concret. A priori, si vous n'êtes pas le professeur Tournesol, vous ne devriez pas avoir de difficulté à identifier les deux syllabes que je vais vous faire écouter tout de suite. Da. Ah, il manque la première. La première. Ba. Voilà, donc c'est un ba et un da. Qu'est-ce qui a permis à votre cerveau d'identifier aussi efficacement ce ba et ce da? Quelles sont les informations qu'il est allé chercher dans le son de parole? Quels sont les indices acoustiques qu'il a utilisés? Pour le savoir, on va regarder d'un peu plus près le spectrogramme de ces deux syllabes. Le spectrogramme, c'est tout simplement une représentation visuelle du son. Donc voici le spectrogramme du ba et du da. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs différences entre le ba et le da, notamment au niveau des formants, qui sont ces bandes d'énergie un peu plus rouges, et que je représente par des traits blancs ici. Donc premier formant, deuxième formant, troisième formant, quatrième formant, F1, F2, F3, F4, par ordre croissant de fréquence. Donc entre le ba et le da, vous pouvez voir que l'attaque des différents formants est légèrement différente. Donc on peut mettre en évidence un certain nombre de différences entre les deux syllabes, mais ça ne nous dit pas lesquelles sont effectivement utilisées par le cerveau, lesquelles sont des indices acoustiques. Pour répondre à cette question, il va falloir compléter cette description purement acoustique des sons par des expérimentations en perception de la parole. Alors typiquement en psycholinguistique, on va prendre un volontaire, lui mettre un casque audio et lui faire écouter une série de sons en lui demandant à chaque fois de répéter ce qu'il pense avoir compris. Donc pour attaquer ce problème des indices acoustiques, historiquement, la première approche, ça a été de faire varier le stimulus et d'observer la variation des réponses de nos participants. Par exemple, on peut supprimer une partie du son et regarder si celui-ci reste intelligible. Alors, il y a deux grandes familles de méthodes qui ont été utilisées par les chercheurs et que je vais vous présenter tout de suite. Les méthodes par filtrage et les méthodes par synthèse vocale. Donc la méthode par filtrage, elle date des années 20 et elle consiste à prendre un son de parole et à le filtrer progressivement jusqu'à ce qu'il devienne inintelligible. Alors voilà ce que ça donne par exemple pour notre son ba de tout à l'heure. Ici vous avez le spectrogramme du son ba dont on supprime progressivement les fréquences hautes. Donc je vais vous faire écouter cette série de sons et au fur et à mesure je vais représenter ici la proportion de réponses correctes, c'est-à-dire la proportion de réponses bas. Écoutez bien. Ba. 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 Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'à partir d'un certain niveau de filtrage, en fait, ici au numéro 7, quand le second formant disparaît, eh bien la syllabe devient brutalement inintelligible. On n'entend plus le ba, on entend un o. Donc à cette époque, les chercheurs en conclurent que le second formant est primordial pour la perception de la syllabe ba. Dans les années 50, les laboratoires Haskins mirent au point l'une des premières techniques de synthèse vocale, ce qui leur permit d'affiner un peu ce résultat. Sachant que le second formant avait l'air de jouer un rôle dans la perception du ba, ils créèrent une série de sons de parole synthétiques, ici, où une seule caractéristique variait, l'attaque du deuxième formant. L'attaque du deuxième formant était ascendante pour le premier spectrogramme et elle variait comme ça progressivement jusqu'à être descendante dans le dernier spectrogramme.
Donc, comme précédemment, je vais vous faire écouter cette série de sons et je vais afficher ici la courbe des proportions de réponse bas et une deuxième courbe qui sera la proportion de réponse da. Ba, 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 da, da, da. Voilà. Donc, résultat, à un certain point, en fait, dès que la pente du second formant s'inverse, eh bien, le bas se transforme brutalement en da. Et on en a donc conclu que l'attaque du second formant est interprétée comme un bas lorsqu'elle est ascendante, mais comme un da lorsqu'elle est descendante. Ok, donc ces deux méthodes sont des grands classiques, elles ont permis pas mal d'avancées en psycholinguistique, mais il y a quand même une limite assez fondamentale, c'est que comme vous avez pu le remarquer, les sons de parole sont un peu artificiels. Les sons de parole filtrés ressemblent un peu à une mauvaise communication téléphonique et la parole synthétique à une sorte de voix de robot. Donc l'un de mes objectifs dans cette thèse ça a été d'aller voir ce qui se passait lors de la compréhension de la parole naturelle. Est-ce que là aussi le cerveau va utiliser le second formant? Donc pour ça, on va utiliser une autre approche. On va prendre appui sur une situation d'écoute très courante qui est la perception de la parole dans le bruit. Alors, dans la vie de tous les jours, on est le plus souvent confronté à des bruits de conversation ou à des bruits environnementaux. Dans la recherche, pour simplifier les choses, on utilise le plus souvent le bruit blanc, qui est un bruit qui couvre uniformément toutes les fréquences du spectre. Voilà à quoi ressemble le bruit blanc. Accrochez-vous à vos oreilles. Voilà, donc cette seconde approche va consister à présenter les sons de parole dans le bruit blanc de manière à mettre en difficulté l'auditeur et en observant les erreurs qu'il produit, on peut espérer remonter à la stratégie qu'il utilise. Donc plus précisément, comment est-ce qu'on a procédé? On a fait écouter des enregistrements de ABA et de ADA dans le bruit blanc à des participants en leur demandant à chaque fois s'ils pensaient avoir reconnu ABA ou ADA. Ce qu'on voulait, c'est mettre en évidence quelles régions de ces spectrogrammes sont importantes pour l'identification de la syllabe. Est-ce que l'auditeur va écouter plutôt cette région du spectrogramme, cette région? Donc pour ça, on a analysé par un modèle statistique comment le bruit induit en erreur les participants. C'est ce qui a constitué la majeure partie de ma thèse, en fait. Donc je vous passe tous les détails techniques, mais au final, on obtient ce genre d'image colorée qu'on appelle image de classification auditive et qui fait apparaître en rouge et bleu les indices acoustiques utilisés par le participant. Donc ici, on voit très clairement qu'il y a deux indices acoustiques. Je les encadre. Donc maintenant, à quoi correspondent ces indices acoustiques? Pour le savoir, il suffit de reporter ces rectangles sur les spectrogrammes pour voir qu'ils coïncident exactement avec le second formant. Donc quand le second formant est masqué par le bruit, cela induit en erreur le participant. Donc le second formant est crucial pour distinguer un bas d'un da. On a bien retrouvé le résultat des expériences que je vous avais présentées en introduction, mais cette fois pour la parole naturelle. Maintenant, ce que les expériences précédentes ne nous disaient pas, c'est que l'auditeur prend également en compte le second formant de la première syllabe, ici, pour identifier la deuxième syllabe. Alors ça, c'est un peu surprenant, on ne s'y attendait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que quand on parle naturellement, un A prononcé juste avant un ba est légèrement différent d'un A prononcé juste avant un da. Et en fait, ce que cette expérience montre très clairement, c'est que votre cerveau est capable d'aller utiliser cette information dans la première syllabe pour identifier la deuxième syllabe avant même qu'elle soit prononcée. Rien qu'à partir du premier A, vous pouvez déterminer si c'est un ba ou un da qui va suivre. Donc voilà, après, dans le reste de ma thèse, j'ai continué à utiliser cette nouvelle méthode pour étudier d'autres syllabes et d'autres groupes d'auditeurs comme les dyslexiques ou les musiciens.